Et nous sommes toujours, je l'espère, vous et nous, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, du mardi 17 décembre 2019, consacrée à Vincenzo Gemito, un sculpteur napolitain, autodidacte, on peut le dire, magnifique, superbe, sublime, voilà, pour une partie en tout cas de son œuvre. Et ma camarade Petit Pou, toujours aussi pointu, dont vous adorez le calme, la voix, enfin, bon, bref, va tout de suite vous causer de l'auberge des pauvres, de Tahar Ben-Jelloun, qui est en relation évidemment avec la pauvreté des enfants napolitains. Voilà, parce qu'effectivement, Gemito est originaire de Naples, c'est Naples qui l'inspire. Donc il fallait trouver une lecture qui mette, qui parle de Naples. Donc il y a plusieurs choses. Il y a L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, mais je ne l'ai pas lu, donc j'ai pas pu effectivement choisir un extrait. Stendhal est allé à Naples, il a écrit en 1817 Florence, Rome et Naples. Donc il parle de Naples, sauf qu'il en parle en fait il parle des lieux de plaisir, des théâtres. Donc je pense que c'était pas complètement adapté. Par contre, la première chose qu'il voit en arrivant, il voit la mer et il voit l'auberge des pauvres. Et en fait, Tahar Ben-Jelloun a repris cette idée de l'auberge des pauvres pour écrire donc ce livre. Et dans ce livre, il va mettre en scène un écrivain, un universitaire marocain qui s'ennuie un petit peu chez lui, qui va décider de faire un voyage, et donc il va répondre à une invitation de concours pour écrire sur Naples. Donc il va parler de Naples, il va retrouver cette auberge des pauvres, qui est une espèce de cour des miracles, sur laquelle règne une matrone, voilà, qui incarne un peu la mémoire des bas-fonds de la ville. Donc il va faire intervenir divers personnages. Mais avant tout, moi, je vais lire l'extrait. En fait, c'est le texte qui est envoyé aux écrivains désireux d'écrire sur Naples. Quand je pense à Naples, je vois une vieille femme assise au croisement de deux ruelles qui montent au ciel. La femme est petite, son visage est ridé, ses yeux brillent d'intelligence et de malice. Elle vend quelque chose, peut-être des cigarettes américaines ou des billets de la loterie nationale. Sur sa tête, un fichu noir, posé à côté d'elle, un vieux journal. Elle ne parle à personne, mais observe tout ce qui bouge. Quand je pense à Naples, l'été, je vois deux jeunes mariés posés devant le photographe sur une des grosses pierres de la jetée. Leur image doit s'imprimer de manière nette sur le fond brumeux de la ville. Une partie de Naples se cache et étouffe les rumeurs qui partent en fumée. Naples ne s'affole jamais. Elle tient tête à tout ce qui tente de lui retirer sa folie. Quand je pense à Naples l'hiver, je vois un marché trop éclairé le soir, où des produits s'accumulent sur les trottoirs, où tout est enveloppé de sucre, où les couleurs sont criardes et les odeurs fortes. Tout est exagéré, les visages et les cris, les mains et les lumières, la corpulence et le souvenir. La dernière nuit de l'année, le ciel est occupé par des feux de toutes les couleurs, tout est illusion, étincelles, étoiles éparpillées sur le bord des nuages de passage sur la route du Nord. Quand je pense à Naples, un jour, pris au hasard, je vois la gare qui a quelque chose en plus. Un supplément de vie plutôt encombré de besoins et de manques. Ceux qui avancent en martelant le sol avec leurs chaussures aux semelles taillées dans des pneus usés, ceux qui regardent la ville s'ouvrir à leur passage, ne sortent pas des mauvais rêves de l'époque. Ils viennent d'Afrique avec des sacs pleins de sable et des valises remplies de cartes de géographie et de livres d'histoire, des malles pleines de contes et de fables. Ils viennent de l'autre côté de la mer, dans des bouteilles géantes jetées par les ancêtres. Leurs visages ont un siècle et plus. Leurs mains sont longues et lourdes. La gare est leur patrie. Naples, le désir et l'oubli. Quand je pense à Naples, une nuit d'insomnie, je vois des rues étroites et des rats courir derrière des enfants nus. Je vois une colline descendre vers le port et décharger des vieilles pierres. Je vois un bateau de lumière s'éloigner vers les îles. Voilà comment on pourrait effectivement imaginer Naples et comment nous on va voir par les yeux de ce sculpteur napolitain plutôt effectivement l'enfance des enfants. Alors ce livre, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, je l'ai parcouru et il y a de magnifiques passages sur les personnages qui vont tourner autour de cette matrone, donc dans cette auberge des pauvres, dont un personnage, Gino, qui m'a fait un peu penser à Gemito par moment, parce que on va voir que Gemito va perdre un peu la tête, et ce Gino est un artiste, est un musicien, et qui aussi aura des accès de folie. D'accord. Oui, c'est cette partie
Enfin, on vous en parlera, mais pendant l'expo, c'est ce qui explique aussi, comment dirais-je, le manque d'unité de son œuvre. Son œuvre est assez fragmentée entre sa période, si on peut dire, où il était bien les pieds sur la terre, avec les pauvres, puis la période où il a un peu perdu la raison à la suite de la mort de sa femme, je crois. Et de la mort de sa femme, puis surtout d'une grosse commande de la royauté, quoi. Ouais, qui est foirée. La chanson Santa Lucia, interprétée par ce célèbre chanteur napolitain Enrico Caruso. Alors pour la petite histoire, la chanson napolitaine effectivement va surtout se faire au 19e siècle, qui est d'ailleurs le siècle de Vincenzo Gemito, et cette chanson reflète les sentiments du peuple. Donc c'est un musicien napolitain qui est d'origine française, qui s'appelle Teodoro Cotro, qui a composé cet air donc de Santa Lucia, ouais. Et qui a un hymne aussi aux pêcheurs. Et alors Caruso, Al Capone,
il allait l'écouter chanter quand il venait à New York, et il pleurait quand il sentait Santa Lucia. D'ailleurs, il y a un documentaire où on voit Capone pleurer. Alors, qui était ce Vincenzo Gemito? Alors, c'est un jeune enfant qui est né en 1852 et qui a été abandonné à sa naissance. Donc, il a été déposé devant un établissement caritatif napolitain et les sœurs de cet établissement l'ont confié 15 jours plus tard à une famille pauvre, et c'est l'épouse d'un peintre en bâtiment qui va s'occuper de ce jeune garçon. Elle venait de perdre un nouveau-né. Donc Gemito va passer ses jeunes années dans les rues grouillantes de Naples. Il est accompagné par un ami. Son ami s'appelle Totonno, et en fait ce Totonno, c'est Antonio Mancini, qui sera un peintre célèbre lui aussi, et qui aura le même parcours que Gemito. Ils font à peu près les mêmes écoles. Donc ils vivent de petits métiers, ils observent autour d'eux tout ce qui se passe, ils observent les artisans aussi qui fabriquent les personnages pour les crèches, particulièrement dans le quartier San Gregorio Armeno. D'ailleurs, on pourra voir dans l'exposition, il y a 3 petits personnages sculptés qui vont un peu les stimuler pour travailler. Et tous ces personnages, qui sont parfois rassemblés par centaines autour de la nativité dans la crèche, forment un portrait de la population de Naples et de ses environs. Tout le monde va à ses opérations quotidiennes. Donc les 2 enfants sont fascinés aussi par les salles du Musée national de Naples, où ils découvrent les bronzes de Pompéi. Mais l'argile restera quand même le matériau préféré de Gemito, avec laquelle il modèlera toute sa vie. À l'âge de 13 ans, il se présente chez un sculpteur en disant voilà, je veux travailler. Et le sculpteur va lui donner du travail et très vite va le faire dessiner. Et donc il est doué, il rentre à 14 ans à l'académie et sa dextérité le fait remarquer. À 17 ans, il crée ce qu'on peut appeler presque son premier chef-d'œuvre. C'est une œuvre personnelle, c'est un jeune joueur de cartes, c'est un garçon des rues qui est assis par terre en train de jouer aux cartes. D'ailleurs, c'est la sculpture qui ouvre cette exposition. Donc cette sculpture est acquise par la maison royale. Donc là, Vincenzo a une reconnaissance effectivement immédiate. À 18, il a 17 ans. D'accord. À 18 ans, il va s'installer avec une bande de jeunes artistes dans un couvent inoccupé, dans lequel il va travailler et modeler des bustes d'enfants en terre cuite pendant 2 ans. À la même époque, il réalise aussi, on en parlera après, une série de bustes d'artistes. Donc là vraiment sa reconnaissance est encore plus qu'établie. Il a 22 ans. En 1877, il arrive à Paris, il est accompagné de sa compagne Mathilde et d'autres napolitains. Et la présence napolitaine à l'exposition de Paris en 1878 et l'année d'après à l'exposition universelle en 1878 va être très remarquée parce qu'en fait on va la trouver scandaleuse. Pour les critiques français, en fait, tout ce qu'on apporte d'Italie doit être beau. Et là, Vincenzo Gemito va présenter un jeune pêcheur, et ce jeune pêcheur va faire scandale parce qu'effectivement, il est réaliste. Donc en fait, c'est celui qui est nu là, qui a une espèce de tablier devant. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, ça fait scandale. On dit qu'il a voulu représenter la laideur et non pas la beauté. Mais en fait, comme cette exposition fait du bruit, le public va se presser pour voir ce soi-disant horrible gamin. Et en fait, c'est un véritable succès. Et on pense même qu'à ce moment-là, Rodin a vu cette sculpture, Degas l'a vu aussi, mais c'est surtout Meissonier qui va le voir et qui va prendre en fait Vincenzo Gemito sous sa protection. Et là, Vincenzo et Mancini seront soutenus aussi par Giuseppe de Nittis, qui est un ami de Degas. Début 1881, Vincenzo perd sa compagne Mathilde, et ça c'est un choc très dur. Elle est encore très jeune, donc en fait il part s'installer quelques mois à Capri. Il a besoin de s'éloigner du monde, mais à son retour en fait il rencontre un deuxième grand amour, c'est Anna, qu'il va épouser rapidement. Anna est un modèle, je crois que Mathilde était son modèle aussi, Et grâce à un mécène belge, il s'investit dans la création d'un atelier de fonte à cire perdue. Et là c'est le roi justement qui lui commande une statue monumentale destinée à être sur la façade du palais royal. Et en fait cette commande l'ébranle. Bon, je pense qu'il était déjà fragile psychologiquement, et en fait il est complètement ébranlé parce que d'un coup il bascule dans quelque chose qu'il pense ne pas pouvoir surmonter. Il y a une espèce de dichotomie entre son enfance dans les rues, la pauvreté, et d'un seul coup cette sculpture magistrale, quoi. Et donc il va royal. Voilà, royal. Il a des crises de folie. Il va se faire interner 6 mois,
Et puis après, il va décider de rentrer chez lui, mais depuis, il va rester pratiquement 20 ans sans sortir de chez lui. Bon, il va continuer à sculpter, il va beaucoup dessiner aussi. On va voir qu'il va avoir même, sur la fin de sa vie, il va dessiner d'une manière prodigieuse. En fait, même, on dit presque en avance sur son époque. Et parce qu'il va aller plus loin que les premiers dessins qu'il faisait, qui étaient plutôt des esquisses pour ses sculptures. Et là, il perd sa deuxième compagne, Anna. D'ailleurs, il y a un dessin qui représente Anna en train de mourir, c'est terrifiant. Et après sa mort, en fait, il disparaît peu à peu de l'histoire de l'art. Donc voilà la vie de ce Vincenzo Gemito. Alors moi, j'ai fait une petite erreur en disant qu'il était autodidacte, mais pour moi, si vous voulez, il n'a pas le cursus normal des artistes officiels, parce que il est d'abord apprenti. On est au 19e, on n'est plus au Quattrocento. Hein. On est au 19e, il rentre dans un atelier de sculpteur, il lui demande de travailler, donc il apprend à travailler, à dessiner, etc. Et après, il intègre une académie. Donc, j'ai un peu faux, mais pas tout faux. Voilà. Et alors, ce jeune homme, sa création, enfin, quand il est en France, il est soutenu par Meissonnier, c'est étonnant. Parce que Meissonnier, moi, quand j'étais jeune étudiant en art, on disait que c'était le roi des pompiers, quoi. Enfin, bref. Alors que dans sa vie, quand il était vivant, il vendait ses œuvres. Il a gagné des millions or, quoi, parce qu'il faisait des peintures sur les gares napoléoniennes, tout ça, les tout petits formats où chaque bouton du difforme était très très bien exécuté. Enfin bon, et c'est un hyper classique comme Meissonnier qui soutient l'œuvre naissante de Gemito. C'est assez étonnant parce que, évidemment, ce pêcheur qui a eu beaucoup de succès mais que les critiques présentaient comme une horreur, on l'a vu, nous, il est en plâtre, il est en bronze, du plâtre ciré et coloré et ciré, mais c'est quelque chose de... Voilà, c'est un enfant tout fin, tout fragile, voilà, il serre un poisson sur sa poitrine, il a un petit poisson, et il est à moitié nu, c'est vrai, il a juste une espèce de chose, je sais pas trop en quoi c'est fait, une espèce de, on dirait quelque chose qui est tissé avec des roseaux ou quelque chose comme ça, comme on fait les paniers. Bref, moi je trouve que c'est une sculpture extraordinaire. Et je suis étonné que Degas n'ait pas été en première ligne ou des gens comme ça pour le soutenir. Qu'il soit un peu abrité derrière quelqu'un comme Meissonnier, quoi. Voilà. Ouais. C'est étonnant les chemins que prend l'art, parfois quand des gens aussi étonnants comme Gemito apparaissent, comment la frilosité des artistes contemporains se manifeste, voilà, parce que je ne sais pas. C'est difficile de reconnaître peut-être le génie, mais des gens comme Degas qui eux-mêmes étaient des espèces de génies qui avaient un peu bouleversé les codes de la peinture ou de la sculpture. Mais d'ailleurs, il y a exposé d'une jeune danseuse de Degas qui avait fait scandale aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant de remarquer, surtout que ce jeune homme, qui en Italie est adulé, mais en France, qui a complètement disparu, si vous voulez, c'est le mérite un peu du Petit Palais de le remettre, voilà, de faire une exposition sur lui aujourd'hui, alors qu'il est complètement méconnu et ignoré dans notre pays. Justement, c'est la première exposition qui est faite en dehors de l'Italie. Et le directeur du Petit Palais, Christophe Le Ribaud, dit qu'il a découvert cet artiste quand il était jeune stagiaire dans un musée américain. Il est tombé sur un relief saisissant de Gemito, et depuis, il n'a cessé de rêver de pouvoir l'exposer, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien de voir de temps en temps, ça peut arriver que nous, on adore tous ces gens qu'on a oubliés, et à nouveau pouvoir en parler. Bon, là, le Petit Palais l'a fait bien avant nous, mais nous, je pense que c'est important qu'on soit relais, parce qu'on sait que la sculpture est nettement moins regardée que la peinture. Donc, moi, on va encourager les gens, bien sûr, à aller voir cette exposition et à s'intéresser à la sculpture, là, qui est une sculpture, surtout, on va voir dans la deuxième partie après, mais tellement humaine. Oui. Voilà, c'est ça le mot, c'est exactement ce qu'il faut mettre sur son travail, c'est l'humanité. Enfin, encore une fois, dans une partie de son travail, parce qu'il y a une partie très humaine, comme celle qu'on a préférée, nous,
Et puis une partie beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus classique, enfin, qui est brillante du point de vue de la réalisation, etc., mais où l'humanité a un peu foutu le camp, quoi, quand même. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, voyeur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Un gamin de Paris, Francis Lemarque. Pour une fois, c'est pas Patachou. Et enfin, un clin d'œil à notre Lolo préféré, avec son tonton. Voilà, qui est la petite nièce de Francis. Et voilà, on aime beaucoup d'ailleurs Francis Lemarque, qui, on le rappelle, faisait partie du groupe Octobre, quand même, c'est pas rien du tout. Hein. Et le papa de Laurence aussi. Et le papa de Laurence aussi. Et Prévert aussi. Qui était son frangin. Et vous êtes toujours, bien entendu, sur Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, et qui va tout de suite rentrer dans le gras de l'exposition sur Gemito, Vincenzo Gemito, un sculpteur napolitain magnifique, enfin nous a bouleversés, du moins dans une partie de cette exposition, sur une salle où il y a justement ces portraits, en pied ou en buste, ou simplement en portrait de ces jeunes napolitains pauvres. Voilà, on reconnaît la pauvreté parce qu'ils sont tous tondus, c'est à cause des poux. Voilà, et puis ils sont pas très gras non plus, hein, on peut pas dire, et puis ils sont à moitié à poil, ils sont pieds nus, etc., avec des loques sur le dos. Voilà. Et, ouais, c'est ça, ces visages ou une fragilité. Je trouve que il y a quelque chose, oui, même les yeux, je sais pas, il arrive à sculpter les yeux, enfin, comme s'il y avait des pupilles. Enfin, on a l'impression que ces enfants vont arriver vers nous, vont nous parler. Et donc l'exposition commence par ce joueur de cartes, donc ce garçon qui est en train de casser cartes dans la main. Et en plus, c'est pas un bronze, c'est un plâtre poli, patiné, ciré. Et moi, c'est ce que je préfère en fait. Moi, je suis pas fan du bronze, mais le plâtre patiné comme ça a quelque chose. Il y a des reflets, il y a quelque chose de beaucoup plus doux en fait que le bronze. Oui, la première fois que tu m'as dit ça m'a un peu choqué. Pour le bronze, parce que moi je trouvais que c'était vraiment le bronze, la consécration du sculpteur qui peut se faire couler les bronzes. Et ben j'en suis revenu, je suis absolument d'accord avec toi, surtout à cette exposition de Vincenzo Gemito, où vraiment dans ses plâtres cirés et dans ses terres aussi,
terre brute, hein, c'est pas des céramiques, hein, c'est des terres brutes qui sont cirées et teintées aussi, voilà. Même pas, non, c'est de la terre rose, quoi, voilà. Il y a vraiment, là, il exprime, oui, cette fragilité de ces gamins très pauvres, quoi, ces petits napolitains, souvent dans des familles de pêcheurs, quoi. Ouais, il y a beaucoup de pêcheurs. Ouais, beaucoup de pêcheurs. Et donc c'est vrai que c'est là, c'est très très frappant si vous vous baladez dans cette expo, quand vous arriverez dans cette salle, si vous n'êtes pas d'un seul coup emmené par ces petits bustes, ces petites têtes tendues, etc. Et justement, cette sculpture qui a fait scandale à Paris, là, enfin scandale pour les critiques, mais pas pour les gens qui venaient la voir, qui ont trouvé magnifique. Voilà. Vous serez frappé, je crois, vous aussi, par l'authenticité, ce qui se dégage de ces terres et de ces plâtres. D'ailleurs, ce jeune garçon, ce joueur de cartes qui ouvre l'exposition, quand on arrive pour regarder après toutes ces têtes modelées, en fait on le voit de dos. Et là, de dos, c'est merveilleux aussi. On voit cette colonne vertébrale qui est dessinée avec une délicatesse. On imagine vraiment ce gamin qui n'a pratiquement que la peau sur les os, quoi. Tellement on voit les vertèbres dessinées le long de la colonne, quoi. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas d'exagération. C'est ça, c'est pas mortifère. C'est simplement, on a l'impression que ce gamin, on l'a déjà vu partout dans les films. Voilà, c'est quelqu'un qui nous est familier. Dans les pays où on mange pas très bien ça. Parce qu'il y a un petit extrait de film sur des enfants justement qui jouent au bord de l'eau. Là, il y a une petite vidéo qui dure 6-7 minutes où on voit des enfants en train de jouer au bord de la mer, et c'est pareil, c'est ces petits gamins pauvres qui jouent là dans l'eau, quoi. Qui jouent. Et qui pêchent. Qui pêchent, parce qu'il y a un gamin avec sa petite soeur, c'est vraiment craquant. Et le gamin, il a pêché 2-3 poissons à la faune, quoi. Bah, vous savez, c'est un bout de bois, et au bout, il y a un trident. Et parce que bon, c'est ce qu'on appelle des pêcheurs à pied. Et alors, ce qui est curieux, mais c'est pas étonnant à Naples, parce que c'est au pied c'est de l'Etna, je crois. Enfin, il y a un volcan à Naples. Tout à fait. Hein Attends, c'est l'Etna ou c'est le Stromboli? Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Bah, il y a le Vésuve. Oui, hein? C'est le Vésuve. Ah, c'est le Vésuve à Naples? Ah oui, le Vésuve. Oui, bah, vous voyez, je suis vraiment fort en volcan. Hein? Pourtant, j'aimais beaucoup à Montaziev, mais je n'ai pas tout retenu. Et alors, sur la plage, il y a une résurgence de flotte bouillante, et ils font cuire leurs poissons dans cette flotte. On voit la petite sœur, et c'est vraiment marrant, parce que la petite sœur, alors, il y a le garçon qui est devant, il doit avoir 10, 12 ans, 13 ans, je sais pas, avec ses poissons, avec son outil de pêche, et la petite sœur qui est derrière, qui porte les poissons. Non, c'est... Voilà, et c'est ces enfants-là dont il a tiré des sculptures magnifiques. C'est complètement en résonance avec les têtes d'enfants qui sont à côté. Et dans cette première partie, c'est la première salle, il y a aussi les premiers dessins qu'il a exécutés. Et moi, il y en a un qui m'a énormément plu, c'est un jeune garçon, ça s'appelle la veste paternelle, c'est un jeune garçon qui est sur le sable, et effectivement, il a mis la veste de son papa qui est bien trop grande, on voit les épaules qui descendent un peu largement sur les bras, et il y a quelque chose, c'est pareil, dans ce visage, et ça, je crois que c'est c'est les premiers dessins qu'il a fait, donc il avait peut-être une quinzaine d'années, c'est extraordinaire, quoi, la précision de ce trait, et ce qui émane de cet enfant sur la plage avec cette veste trop grande pour lui, quoi. Ça aussi, un signe, parce qu'évidemment, les petits enfants pauvres, quand ils peuvent s'abriter sous la veste de papa, non seulement c'est plus chaud que leur chemise trouée, mais en même temps, c'est la veste de papa. Alors, je ne sais pas comment très bien l'expliquer ou le décrire, mais on sent une espèce de confort, là, quelque chose. Là. Il est avec la veste de papa. Et donc après, l'exposition est dans un parcours chronologique. Donc après, la deuxième partie, ce sont tous ces bustes d'artistes ou de mécènes ou voilà, de gens établis qui ont fait des commandes. Bon, effectivement, c'est bien réalisé. Surtout à un moment, je crois que c'est son mécène belge, donc il précise qu'en fait, il a fait le modelage en 12 heures. Ce qui est assez extraordinaire parce que le buste doit faire pratiquement 1 mètre de large, donc c'est quand même assez monumental. Donc oui, il a une rapidité d'exécution. On sent qu'il est brillant. Voilà, on sent ça, effectivement. Ouais. Après, effectivement, l'émotion, elle est plus là pour nous, quoi. L'émotion était vraiment dans cette première salle. Et après, il y a une autre salle où en fait, il retravaille. Donc, il va repasser un petit peu au bon. Il va retourner à ses travaux sur les enfants. Sauf qu'en fait, il sera plus. Il aura son atelier de cire fondue. Ouais.
Et il va refaire des portraits d'enfants qui seront beaucoup plus petits et beaucoup plus maniéristes. Donc ils seront beaucoup plus fins, ils seront plus lissés. Et c'est des très belles sculptures, mais il n'y a pas cette émotion. Nous, on est resté vraiment coincé sur cette première salle. Ouais, tout à fait. Oui, puis après, il y a aussi des portraits de ces femmes qui sont vraiment, on sent que c'est un grand dessinateur. Mais il y en a un qui a retenu notre attention, il est coupé à moitié du visage, mais qui est vraiment là, qui tord les boyaux, parce que bon, c'est de ces femmes c'est quand même une tragédie un peu sa vie, parce que il a aimé 2 femmes complètement follement, et les 2 ont disparu très jeunes, quoi, voilà. Il y a quand même des gens qui ont des destins qui sont pas vraiment réjouissants. Ouais, sa première femme, la Mathilde, il y a plusieurs portraits d'elle qu'il a dessinés, qui sont assez magnifiques. Il y en a une, on les voit effectivement, ils sont tous les deux ensemble. Et lui, on peut voir, une fois qu'on sait qu'après il a basculé un petit peu dans la folie, effectivement, on peut sentir son regard un petit peu pris. Enfin, il y a quelque chose de. Il y en a même un, on dirait un Courbet. Oui. Hein. Et il y a aussi, alors il faut qu'on dise quelques mots quand même, parce que c'est assez étonnant. Il y a 2 portraits en pied d'un garçon et d'une fille, d'un jeune garçon et d'une jeune fille, mais des classes supérieures, hein, parce que on voit bien que c'est pas des petits enfants de pêcheurs dénudés et tout, parce qu'ils ont des chaussettes, ils ont des chaussures. Pas les enfants de pêcheurs, ils sont pieds nus. Et ce sont 2 Balthus. Alors là, ça vous frappe. Vraiment, c'est ça dans la gueule, comme une grande claque, une grande baffe, 2 Balthus, avant Balthus. Alors, est-ce que Balthus en est inspiré? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est du Balthus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Complètement. Ouais, ça fait partie des dessins qu'il a fait, dernière partie de sa vie. C'était aussi des commandes, mais oui, il y a quelque chose dans les jambes de cette petite fille, avec ce qu'elle tient dans la main, comment le visage, les yeux, tout ça. Voilà, et puis la pose, vous savez, les poses de Balthus, ces enfants qui sont un petit peu travioles, etc. Voilà. C'est pas provocateur, la jeune fille, on voit pas sa culotte ni rien. Et puis le garçon, lui par contre, lui beaucoup plus, parce qu'il a une main, complètement, on ne sait pas très bien comment il la tient, sa main à moitié dans la poche, etc. Il a un grand fusil de chasse. Ça me met un peu mal à l'aise en même temps, mais peut-être plus la fille que le garçon, ça met un peu comme chez Balthus, on est toujours un peu mal à l'aise quand on voit ces représentations d'adolescents ou d'adolescentes. Voilà, et là, ça fait à peu près le même effet que quand on regarde un Balthus, on a le même sentiment de gêne, pas de gêne, ou de mal-être, quoi, en tout cas. Voilà. Et en fait, à la fin de sa vie, sur sa dernière partie de création artistique, Gémito s'intéresse à l'Antiquité, et plus particulièrement à la Grèce. Il fait est-ce qu'il s'identifie à Alexandre le Grand? Je ne sais pas, enfin voilà, il y a des figures d'Alexandre le Grand, et il est fasciné par la Gorgone Méduse. Donc il y a cette œuvre qu'il réalise à la fin de sa vie, qui est ce médaillon de la Méduse, quoi. Alors moi, ça m'a un peu fait penser à ces femmes aussi. C'est marrant, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression de voir certains portraits de ces femmes, peut-être avec leurs cheveux, enfin voilà, je ne sais pas ce qui l'a motivé, pourquoi, mais bon, c'est pas les parties les plus intéressantes. Non, je trouve que vraiment, oui, quand il redevient classique, ça perd un peu de son humanité, de sa chaleur, de sa vibration. C'est plus froid. Voilà. Il y a un portrait de gitane, il y a un dessin de gitane qui est très très beau aussi. Très beau, mais qui fait pas très gitane. Ouais. Et en fait, moi, quand je regarde un peu toute cette histoire, je pense qu'on pourrait en faire un très beau film. Je pense qu'un jour, il y aura un scénario qui sera écrit, parce que c'est vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Oui, et en même temps, avec ces petits enfants de Naples, curieusement, ça me fait penser un peu au Caravaggio. Parce que le Caravage aussi, lui, il aimait beaucoup travailler avec les gens du peuple, etc. Il faisait des Christ qui étaient en fait des truands, il faisait des Saintes Vierges qui étaient des prostituées, etc., etc. Je sais pas, il y a quand même quelque chose là, une filiation où il y a, et en même temps aussi, il fait penser à un peintre autrichien, là, Egon Schiele, voilà.
dans ces petits-enfants, miséreux, là, dans la fragilité, la finesse, etc., au dessin des Goïchi. Voilà. Il y a des choses dans cet artiste napolitain, enfin des signes d'une appartenance à un mouvement qui sera postérieur à son existence, alors qu'il en soit un des ferments, un des initiateurs, je ne serais pas très éloigné de le penser, quoi, voilà. Comme ça, il y a des choses comme ça dans la vie artistique, je ne sais pas si c'est dans la vie normale, parce que je ne connais pas trop la vie normale, mais dans la vie artistique, il y a comme ça il passe des courants qui emmènent ou qui amènent des artistes à faire des choses qu'ils n'auraient probablement jamais faites si, avant eux, il n'y avait pas eu des jalons comme peut l'être Vincenzo Gemito, quoi, hein, qui a pu inspirer ouvertement ou inconsciemment des grands artistes qui sont venus un peu après lui. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci. Mais vraiment, j'assure que déjà nous, ce qui nous avait quand même un peu alerté, c'est pas le mot, mais bref, passons, comme on est en pleine période de grève, il y a des alertes tout le temps, c'est son affiche qui est une de ces terres cuites qu'on aime le plus, et là quand on a vu ça, on s'est dit, pourvu que le reste soit pareil, parce que c'est des fois les affiches... Oui, on sait qu'ils prennent les meilleurs... Ouais, et non, le reste n'est pas tout à fait pareil, il y en a une partie qui est pareille que ce que représente l'affiche, tout n'y est pas. Bon, bah, peut-être tant mieux, parce que le fait que ça soit une partie, ça la met plus en valeur, justement, parce qu'on voit que par rapport au reste, à avant et à après, il y a ce joyau là qui est entre deux. C'est comme une perle entre deux choses d'huîtres, là, ouais, la perle rare qui s'ouvre. En tout cas, donc tous les bustes dont on parle en terre cuite ont été faits pendant ces 2 années dans le couvent, et il précise que pratiquement toute la production est dans cette exposition. Ah oui. Voilà. Donc c'est d'autant plus important, et c'est 2 ans de sa vie, hein. Il a une vie artistique quand même de 40 ou 50 ans. Il meurt en 1929, donc oui, il a une vie artistique assez longue. Et ça, c'est 2 ans de sa vie artistique, mais pour moi, c'est les 2 ans qui comptent, de mon point de vue évidemment, et puis je pense que c'est le point de vue aussi de Sylvain. Alors, oui. Voilà, et pour clore un peu cette ambiance napolitaine, c'est une tarentelle, c'est la tarantella parigina. Voilà. Une très belle danse. Oui. La tarentelle, c'est une danse de séduction. En fait, la tarentelle, ça vient de la tarentule, cette araignée qui pique et qui fait du mal. Et donc, la femme et l'homme dansent et se séduisent par le jeu des regards et du mouvement des corps, quoi. Et c'est une danse purement napolitaine, non? Du sud de l'Italie, bien sûr. Voilà. Bon, et tout de suite, on va passer aux expositions. On va pas encore vous tartiner le truc sur la soupente et mon... Les expositions, alors Toulouse-Lautrec au Grand Palais. Ouais, moi je vais. Alors déjà, cette exposition Gemito, c'est jusqu'au Petit Palais, c'est jusqu'au 26 janvier 2020. Donc il reste un bon mois pour y aller. Sinon, oui, effectivement, dans les redites, parce qu'il y a beaucoup de redites,
On a Toulouse-Lautrec au Grand Palais. Il y a Jules Adler au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 février. Une très belle exposition. Tous nos amis, nos relations qui y sont allés ont tous beaucoup aimé cette expo Jules Adler. Au Grand Palais, il y a également le Gréco jusqu'au 10 février. Dans la sculpture, Julien Signolet, ce sculpteur de la rue de la Roquette qui travaille avec un maître japonais, en fait, a une exposition vers le vide, c'est en galerie, c'est au 61 Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est galerie japonaise. C'est l'occasion, effectivement, c'est la galerie Michido, c'est l'occasion d'y passer. Les galeries, c'est gratuit, donc il faut savoir profiter des galeries. Une exposition Odon, c'est Guy Oudouin. Nous, on a connu Colette, qui est sa veuve. Donc, Odon travaille le papier craft, il fait beaucoup de tresses. C'est au musée de la Cohue jusqu'au 8 mars. Bon, c'est à Vannes, donc ça, c'est peut-être pour nos amis brestois, entre deux manifs. Hein, s'il faut une pause entre deux transports de brancards avec les internes de l'hôpital, ils peuvent peut-être... Claudia, William. Allez, voir entre deux brancardages, paf, au musée de Vannes. Voilà, il y a Kate Kollwitz au musée d'art moderne de Strasbourg, c'est jusqu'en janvier 2020. Si vous êtes dans le coin, si vous faites le marché de Noël à Strasbourg, par exemple. On avait fait une belle émission. Ouais, c'est vraiment l'occasion de découvrir cette femme extraordinaire. Ouais. Pour continuer la sculpture, c'est au musée Rodin, c'est Barbara Epworth jusqu'au 22 mars. Alors Barbara Epworth a travaillé le vide comme Henry Moore. Ils se sont rencontrés à l'école, ils se sont connus depuis très longtemps. Donc je pense que ça sera notre prochaine exposition et notre prochaine émission, à moins qu'on aille au musée du Quai Branly. Il y a une exposition jusqu'au 29 mars, c'est Frapper le fer, et là il y a des pièces qui datent, il y a une exposition avec des pièces qui datent jusqu'à il y a 2500 ans, donc comment les Africains, effectivement, l'histoire des forgerons africains. Oui, parce que là, les forgerons africains, on en connaît un rayon, parce que nos camarades, comment elles s'appellent déjà, Angers Damnation, elles allaient, je ne sais pas si elles y vont encore au Burkina, parce qu'avec les fondus du djihad, là, elles seraient en mauvaise posture, enfin on ne sait jamais, elles sont assez courageuses, et elles travaillent avec des fondeurs africains, et il faut les voir. D'ailleurs, si vous allez sur leur blog, comment c'est leur blog? Angers Dames, je crois, non? Oui, Angers Dames, enfin elles ont un blog où elles ont fait un petit film sur des fondeurs du petit village où elles allaient au Burkina Faso, qui fondent leurs sculptures. Il faut voir avec quoi ils travaillent. Voilà, et ça date, c'est assez extraordinaire. Ouais. Et d'ailleurs, on a oublié de préciser dans la partie d'exposition qu'il y avait toute une partie didactique sur la cire fondue, justement. Oui, voilà, c'est ce qu'ils font, ces fondeurs africains qui travaillent pour Angers de la Nation. C'est à la cire fondue, à la cire perdue. Ouais, cire perdue, ouais. Bon, alors, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben non, c'est fini, le Quai Branly. Bon, on va passer à lire. Hein. Lire. Alors lire, qu'est-ce que j'ai lu? Moi j'ai trouvé dans ma bibliothèque un livre de Yasmina Khadra. Alors ça tombe bien parce que j'avais vu le film d'animation sur les hirondelles de Kaboul et ça me donnait envie de lire un peu son travail, son écriture. Et en fait j'ai lu Qu'attendent les singes. Qu'attendent les singes, c'est un polar. Bon, Robert est en train de le lire, je ne vais pas raconter tout, mais c'est un polar. Ah si, tu peux. C'est un polar noir, hein, ça se passe à Alger, ça se passe dans l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie corrompue, et c'est une femme qui est inspecteur, qui va mener l'enquête sur le corps d'une jeune étudiante qui a été découverte assassinée, et ça va nous permettre de côtoyer un peu tout ce milieu riche d'Alger qui fait un peu la pluie et le beau temps, et qui assassine sans mal, qui arrive sur leur chemin, quoi, qui les dérange. Donc, et j'ai découvert cette écriture et c'est une très belle écriture. Oui, moi j'ai commencé, je suis assez séduit, j'ai hâte de continuer. Et puis pour ma part, j'ai lu Dernière sommation, tiens je l'ai écrit 2 fois, de David Dufresne, et alors là par contre, on pourrait dire que c'est du polar aussi, mais c'est plus du doc, voilà, sur les exactions policières qui se sont exercées contre les gilets jaunes et qui continuent à s'exercer d'ailleurs sur nos camarades grévistes sans les gilets jaunes, avec toujours le prétexte qu'il y a des black blocs. Ah, ils en ont plein la bouche, les black blocs, voilà, ils savent même pas ce que c'est, mais enfin moi ils en parlent beaucoup, voilà, et c'est glaçant. Parce que c'est vraiment, c'est avec des faits réels, etc., etc.
Et c'est tellement glaçant qu'il y a des flics, on vous l'avait dit la dernière fois, Dominique vous en avez parlé, qui ont arrêté une jeune fille, une jeune femme qui lisait Dernière sommation, en la sommant de ranger son bouquin, sinon vous allez lui foutre un PV, parce que ça parle mal des flics, voyez-vous. On n'a pas le droit de parler mal des flics, hein, même s'ils font beaucoup de mal. Voilà. Ça commence très fort. Au bout du 2e chapitre, il y a une jeune femme qui a une main arrachée, c'est très violent, avec des cris, des hurlements. Et là, c'est pas des cracks, hein, parce que il y en a, je sais plus combien qui ont les mains arrachées. Enfin, bref, voilà. C'est vraiment un bouquin. Pour ceux qui ont le cœur bien accroché, c'est toujours pareil. À lire, vraiment, c'est un témoignage, en tout cas, avoir ça dans sa bibliothèque, ou même pour le passer à des copains et tout. Oui, c'est des livres qu'il faut faire tourner. Je trouve qu'il y a plein de bouquins comme ça, c'est bien de les faire tourner autour de soi, quoi. Tout à fait. Alors, cinéma, moi je suis allée voir Seules les bêtes, le dernier film de Dominique Moll. Alors, Dominique Moll est un réalisateur montreuillois, je ne fais pas plus pour ma commune, mais quand même, et il a l'art de créer des univers un peu inquiétants, un peu fantastiques. Et là, ce film m'a complètement bouleversée. En fait, c'est la disparition d'une jeune femme. On va retrouver sa voiture au milieu d'une tempête de neige, là, sur une route. Et en fait, l'idée, ça va être de savoir comment cette jeune femme a pu disparaître. Et donc, il y a une enquête qui va être menée. Et le film est séparé en plusieurs parties, où finalement, on va retrouver plusieurs personnages. Il y a 5 personnages qui sont impliqués directement ou indirectement dans la mort de cette femme. Mais c'est très très bien filmé, il y a des vues magnifiques, ça se passe, c'est sur, je crois que c'est dans la Drôme, et sur le Causse, ça se passe sur le Causse, et il y a une partie qui se passe aussi en Afrique. Dominique Moll est quand même un réalisateur assez fantastique, quoi, qui arrive à créer des univers, c'est très bien joué, et il y a quelques scènes qui m'ont vraiment bouleversée. D'accord, bon, et puis quand Dominique est bouleversé au Cinoche, on s'en aperçoit. Voilà, alors on en était où on était. Et si je peux préciser qu'il y a un des acteurs qu'on voit dans la première partie du film, qui est celui qui jouait dans Les Misérables, qui faisait ce policier qui s'appelait Pinto, qui venait de Cherbourg, et je trouve qu'il a un jeu superbe, quoi. Puis tu as vu aussi It Must Be Heaven, ça on l'a vu tous les deux, c'est un film du palestinien, c'est un film palestinien de Elie Souleiman qui a eu un prix spécial, je crois, à Cannes. Et alors là, c'est un film qui est complètement décalé, on pourrait dire un film à la Tati, à la Pierre Tex, enfin c'est Elie Souleiman qui est chez lui, qui vient de Nazareth, on le voit dans sa maison de Nazareth, et qui regarde le monde autour de lui, et il ne va pas parler du film, il va être observateur, et en fait ça va être plein de petites scénettes, et il quitte sa maison de Nazareth pour aller sur Paris et à New York, et là c'est pareil, c'est son regard un peu d'observateur qui est là, toujours présent, avec des scènes souvent drôles, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ça a fait penser évidemment à Tati et aussi à Pierre Tex. À Pierre Tex, voilà. C'est le Pierre Tex palestinien. Voilà, mais effectivement, Elie Souleiman ne doit pas dire un mot ou doit dire 4 phrases dans tout le film. Il a dit palestinien à New York. Voilà, mais je trouve que c'est, malgré tout, c'est un beau film pour la Palestine. D'ailleurs, à la fin, ce film est dédicacé à la Palestine. Et c'est subtil, mais c'est très présent. Ça fait. Et pour ma petite part, j'ai visionné le 93 rue Lauriston, où il y avait la Carlingue. La Carlingue, voilà. Alors c'est un film de Granier de Fer, c'est pas tout neuf, hein, mais c'est très intéressant à regarder parce qu'on voit là, les truands français, plus particulièrement parisiens, à l'œuvre, au service de la Gestapo, de la SS, etc. C'est très édifiant sur un état de la France pendant l'occupation allemande. Je pense que ce genre de film, il faut, même si c'est pas très joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire, même si c'est d'une certaine manière même terrible, il faut les regarder parce qu'il y a quelque chose dedans qui est complètement intemporel, c'est de toutes les époques, de tous les temps. La bêtise humaine, la crasse humaine, la méchanceté humaine, voilà, c'est dans tout ça, dans 93 rue Lauriston.
il ne faut pas être du tout... ça vous montre aussi que les truands ne sont pas des gens... hein? Non, c'est pas des Robins des Bois, hein, c'est pas du tout ça, c'est des pauvres cons, en général, pas très malins, mais qui ont qu'un dieu, c'est le pognon, voilà. Par tous les moyens, mais le pognon. Et alors, pendant la guerre, évidemment, avec tous les biens juifs spoliés, etc., principalement, parce que bon, ils ne spoliaient pas, évidemment, les industriels français collaborateurs, comme Renault, Citroën et tout ça, non, ils spoliaient surtout les Français de confession juive, et puis ils les torturaient à l'occasion, et ils les envoyaient à Drancy à d'autres occasions. Voilà, c'est assez dégoûtant, c'est assez vomitif, mais il faut regarder ces choses-là, je crois. Bon, ceci dit, passons à la fin de cette émission. Radio Soupente et la station des Rapins, 100 fois 100 et sans corvette, émettant depuis un garni, et diffusant sur internet à racaille.fr. Enfin, on diffuse encore, hein. Ça risque d'abréger nos jours parce que, bref, on ne prend pas de précautions vraiment pour faire notre petit business. On remercie Claude et André, nos auditeurs de la nation. André qui n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, il tient le coup. Moi, ça m'étonne toujours que les gens soient aussi résistants à l'adversité. Karine, dite Karine Ouzette, la copine de ma camarade Piquet-Cou, qui est une artiste bonne, si on peut dire ça comme ça, ça ne veut rien dire en même temps, on l'aime. Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise, Peugeot. Claude et William, alors Claude et William, nos anges de Brest, voilà, qui alors se consacrent au brancardage de blessés par la police des manifs avec leurs neveux. Non mais eux sont des retraités, je crois de la Poste. Ouais, ils font les manifs en fait avec les internes des hôpitaux et ils venaient de nous écrire qu'il y a un interne qui disait qu'il avait bossé 70 heures d'affilée et qu'effectivement il faut mieux pas être le dernier patient dans ces cas-là, quoi. Non, bien sûr, non, ça c'est... Mais il y a 660 médecins, je crois, qui menacent de démissionner de l'hôpital, en général, quoi, tu vois, Paris, si on ne met pas un terme à leurs conditions de travail qui sont abominables, quoi. Voilà, enfin bon, on va pas refaire une émission là-dessus tout de suite. Voilà, Claude et William, oui, qui sont pas des rigolos, mais qui agissent, voilà, à Brest. Non mais moi j'adore ces deux personnages. Jean-Paul Souvraz, que j'adore aussi, qui est un peintre de Schnorr, de Coup de Cartebranche, qu'on aime beaucoup aussi. Claudine, la copine de ma camarade Piquet-Cou, voilà, qui se frotte aux choses artistiques avec talent, si on peut dire. Jean Peduzzi de Valoise, qui nous a envoyé un truc là pas mal. Et on voit, c'est une affiche où il y a le président Macron avec son premier ministre. Et la légende, c'est... c'est deux malfaiteurs recherchés pour un hold-up sur des retraités. Deux jeunes malfaiteurs. Ouais, deux jeunes malfaiteurs. Voilà. Ça résume très bien ce qui se passe en ce moment. Bon, merci Jean. Corinne et Joël, Corinne, notre tapissière préférée, et Joël, notre Alaisienne du Caire, on ne sait pas où il en est en ce moment d'ailleurs. Anne-Emmanuel et Frédéric, qui sont des artistes aussi qu'on aime beaucoup, Frédéric et de Lille, Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on adore, Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, à Vincennes-Montreuil, Anne Dubar, encore une graveuse, qui elle s'est tirée dans l'Ariège, qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas, enfin bref. Thierry Morciot, lui qui est belge, on fait là pour bouger de Belgique, lui au moins il reste en Belgique, à Bruxelles, voilà. C'est à Bruxelles qu'il est. Colette, qui est notre camarade Colette, la veuve du plasticien Odon, dont on vous a parlé, on vous parle souvent, on vous parle encore. Jacqueline Imbert, qui est la veuve de Raymond Imbert, aussi une femme d'artiste qui tente de perpétuer la mémoire de l'œuvre de son compagnon.
avec beaucoup de mérite, parce que c'est un boulot à plein temps, croyez-moi. Liliane et Laurence, les deux sœurs, qui écrivent des polars sous le pseudo de Claude Isner. Elles écrivent des polars, mais il faut voir les sœurs, hein. Et ça vous remettra un peu les pendules à l'heure sur comment dirais-je, la physionomie ou le physique ou la personnalité des auteurs de polars. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Michel Pelloual, un artiste peintre qu'on a invité à notre émission, qui habite dans la même cité que moi, c'est l'artiste. Marie-Christine Perrondet et Christophe, deux militantes chez Militants. Ouais, et d'ailleurs, Marie-Christine a préparé tout un texte sur cette réforme des retraites là, qu'on doit relire et amender éventuellement. Et très très bon boulot. Hein. Oui, non, je sais pas comment. Enfin voilà, ça c'est des gens, les militants de leur trempe, à Marie-Christine et à son compagnon Christophe. On se demande où ils trouvent l'énergie, comment ils peuvent faire pour être tout le temps sur la brèche comme ils le sont et arriver aussi à écrire des bouquins et à ceci. Moi, je suis un peu perdu là. Je fais mes moches dessins, hein, Christophe, c'est tout ce que je suis capable de faire. Bon, notre camarade Cécile, tu la sens ma 5e puissance, qu'on a connue dans une autre station de radio pourrie, voilà, et qui elle continue à vivre et à enseigner, etc. Une nana fabuleuse. La Russe flamboyante, qui est toujours de permanence dans cette radio pourrie, mais qui fait des émissions que cette station ne mérite pas. José Arthur du Mélange, même punition, même motif. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte, bonne. Et l'empreinte, toujours à Bourron-Marlotte, tenue par Florence Quenu, une ancienne de la Fondation du Buffet, qui fait des petites expos dans sa librairie magnifique, voilà. Et elle a même son frère qui, lui, a organisé la dernière exposition Cicérie, là, à Bourron-Marlotte. Voilà, c'est une famille qui milite pour là, puis il a monté une petite maison d'édition aussi. Le Sabot Rouge. Hein? Le Sabot Rouge. Le Sabot Rouge, voilà. Colette et Alain Gonzalez, des mécènes humains. Christophe, un commissaire-priseur humain aussi, voilà. On a fait à peu près le tour, on en a d'autres, mais bon. Ouais, puis notre nouvelle interlocutrice de l'île Adam, on peut lui refaire un petit coucou, celle qui a téléphoné l'autre. Ah oui, tout à fait, ouais. Qui est préparatrice en labo, quoi, je sais pas quoi, enfin bon. Ah ouais, qui m'a tenu au téléphone pour un bon moment, mais qui était très intéressant. Voilà. Allez, l'émission est à l'écoute sur notre blog araclay.fr, n'oubliez pas, araclay.fr. Et on va se finir avec Mélismel aux armes. Aux armes. Et puis on va faire un petit break, on va faire une trêve de Noël. Hélas. Moi je vais avoir beaucoup de monde chez moi. J'ai mes enfants qui arrivent tous. Ça moi il n'y aura personne chez moi. Moi ça va être un peu bousculé, mais ça va être sympa. Je vais faire la nounou, je vais faire la grand-mère gâteau, c'est pas mal non plus. Donc on va vous retrouver le 7 janvier, je pense. D'accord. Voilà, salut à tous. Excusez-nous, enfin excusez ma camarade, elle a des obligations familiales que je n'ai pas. Mais bon. Allez, salut à tous. Salut. Joyeuses fêtes et bonne grève. Surtout, ouais. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux armes. Etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes.
système et la loi triche. L'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté, liberté chérie, ceux qu'on la thune n'ont que